Le M&A, j'ai beaucoup aimé, mais ce qui m'a un peu manqué, c'est qu'en fait, c'est jamais toi qui fais le deal, c'est jamais toi qui fais l'opération. En gros, tu conseilles des gens qui sont en train de faire un deal. Le conseil, c'est de ce point de vue-là, on a un peu plus d'impact, donc on est quand même plus proche des gens. On conseille les gens, voire on accompagne les gens pour faire une transformation ou faire une transaction. Moi, globalement, dans le conseil, je pense que c'est pas nécessaire de faire des nocturnes tous les soirs. Les objectifs que je me fixe, c'est globalement une bonne journée à 20h, 20h30 maximum, elle est finie. Nous, globalement, un consultant junior, il va rentrer autour de 60 000 € par an en brut. Et au bout de 4-5 ans d'expérience, il va être autour des 100 000 €. Bonjour Gaspard. Bonjour Guillaume. Je suis ravi de t'accueillir ici au village Baïséa, l'incubateur du Crédit Agricole, qui est aussi nos locaux pour Training You. Gaspard, tu es consultant en stratégie chez Eleven Strategy. Merci d'avoir accepté notre invitation pour partager ton expérience dans le Choose Your Career, le podcast lancé par Training You. Première question, toujours très générale. Peux-tu revenir sur les grandes étapes de ton parcours? Bien sûr, et d'abord merci beaucoup Guillaume pour ton accueil, ça me fait très plaisir d'être ici. Donc Gaspard de Ferrière, en effet, ça fait quasiment 3 ans que je suis consultant chez Eleven Strategy. J'ai un parcours assez classique, j'ai fait mon lycée à Paris, bac général ES, après j'ai fait prépa école de commerce, suivi de à peu près 24 mois de stage parce qu'à l'ESSEC c'est ce qui se faisait, et puis maintenant chez Eleven. Alors, on va bien sûr revenir sur les étapes du parcours. Alors, tu en as parlé, tu as fait l'ESSEC et puis à l'ESSEC, tu as un parcours diversifié. En effet, tu fais un premier stage en contrôle de gestion chez Candia, un second stage en M&A dans une boutique qui s'appelle Lincoln International et un troisième stage en business développement chez Consulport. Pourquoi et comment as-tu structuré ce parcours ? Alors, je pense que le parcours, il n'a pas été pensé dans sa globalité dès le début. Je pense que comme tous les étudiants, je l'ai fait construire un peu stage après stage. Le choix du contrôle de gestion, il a été fait parce qu'on me l'a recommandé. Je pense que comme tout le monde, on m'avait dit fais de l'audit ou du contrôle de gestion en premier stage, ça ouvre quand même beaucoup de portes. Et j'ai trouvé cette opportunité chez Candia qui m'allait très bien. Je pense aussi parce que depuis le début, j'aime quand même pas mal les chiffres, j'aime pas mal Excel et donc ça m'allait bien de faire ça, quoi. Voilà, ce qui m'a amené ensuite en fusion-acquisition chez Lincoln International, expérience que j'ai énormément appréciée. J'en garde encore des très bons souvenirs et des bons liens avec les personnes avec qui j'ai pu travailler. Lincoln, c'était parce que la finance m'intéressait, j'ai voulu creuser dans cette voie des chiffres. Et là encore, on m'a proposé cette opportunité qui m'allait très bien, dans en plus une boutique qui est à taille humaine à Paris avec des belles valeurs et donc j'y suis allé avec plaisir. Et puis pour finir, je voulais quand même, à la fois à l'ESSEC, il fallait faire de l'international. On n'avait pas le choix, c'était 9 mois d'international et moi je voulais quand même changer un peu, aller tester le monde des startups, du commercial. Et donc en plein Covid, en avril 2020, je suis allé faire ce stage à Berlin chez Consulport, donc en tant que Business Development Manager. Alors, justement, après ces 3 stages et avant de diplômer de l'ESSEC, tu vas travailler pendant à peu près 1 an en CDD comme data analyst dans une task force dédiée à la vaccination contre le Covid-19. On est en 2021 à cette époque et tu fais ce CDD au sein du ministère des Solidarités et de la Santé. Pourquoi ce choix qui peut surprendre et comment as-tu trouvé cette expérience ? Ouais, une expérience assez particulière que m'a proposé ma meilleure amie Hermine Pauillac, donc je l'ai accepté avec plaisir. En fait, en sortant de mon stage chez Consulport, je savais que je voulais faire du conseil en stratégie. C'était dans les plans. Après, donc j'étais en train de finir l'ESSEC, finir la chaire Accenture, qui était à la fois axée stratégie et business analytics. Donc on était déjà un peu sur de la data. Et puis à la task force, il cherchait le remplacement d'Hermine et donc mon CV est passé et c'est comme ça que j'ai eu l'offre. Expérience surprenante mais quand même pas très éloignée de ce que je fais aujourd'hui parce qu'en gros donc la task force vaccination, c'était une équipe du ministère donc rattachée directement au cabinet d'Olivier Véran qui supervisait toute la campagne de vaccination en France, et donc avec des consultants de
de 2 grands cabinets du MBB et des profils assez similaires aux consultants, sur des tâches qui étaient globalement, ce qu'on retrouve dans le conseil. Donc moi, mon quotidien, c'était beaucoup, faire des analyses et des slides pour, le Conseil de défense et de sécurité, nationale, faire des analyses, adressées aux agences régionales de santé. Donc on est encore une fois on est proche du conseil, quoi. C'est-à-dire on pose une question, on pose un problème, faut aller analyser des chiffres, faire une réponse assez concise pour que des personnes, puissent prendre des décisions. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté cette expérience avant de rejoindre le conseil? On va en parler juste après. Expérience incroyable, et c'est aussi pour ça que j'y suis allé dès le début. Je pense on n'a pas 2 fois l'occasion, de travailler, aussi proche d'un ministre et de se retrouver, en réunion, avec un ministre. Alors même si moi je suis arrivé tard, hein, dans la campagne de vaccination, donc en 2021, on n'est pas dans la période, vraiment de crise, qu'il y a eu en Mmh. 2020. Ça Mmh. commence déjà Mmh. à se calmer un peu, mais ça reste une expérience, individuelle. Je me rappelle qu'en arrivant là-bas, je me suis dit: «Mais, waouh, il y a que des il y a que des gens brillants» et entre guillemets, avec mon bagage d'études, c'est comme si j'avais pas fait d'études, quoi. Et donc ça m'a appris de l'humilité, ça m'a appris de la rigueur et ça m'a aussi, je pense aussi un goût, pour l'impact, dans le sens où, on fait une analyse, on fait des slides, le lendemain, ça se retrouve, sur le bureau d'un ministre, voire, à la télé, quand il y a des annonces et c'est quand même super cool de voir ça. Des qualités qui sont requises en conseil et on y vient maintenant, puisque après l'ESSEC, tu rejoins le cabinet de conseil Eleven Strategy comme stratégie consultant et data Mmh. analyst. Pourquoi le conseil en début de carrière? Et je prolonge la question, tu as fait 2 stages en finance, dont un en M&A qui est aussi l'une des voies entre guillemets royales après une école de commerce. Pourquoi aussi le conseil par rapport au M&A? Alors le conseil, d'abord, c'est un des débouchés, très classiques après une école de commerce et toujours dans cette logique de se dire, une fois qu'on a fait ça, ensuite on peut faire un peu, tout ce qu'on veut. Moi, par tous mes stages, je me suis rendu compte que c'est globalement ce que j'aimais bien faire. En gros, du contrôle de gestion, je me suis rendu compte que j'aimais bien les chiffres. De la fusion-acquisition, j'en ai déduit que, j'aimais bien travailler dans des environnements, stimulants avec des gens qui bougent, sur des entreprises, avec quand même un rythme de travail, assez soutenu, quoi. En gros, on change de projet Ouais, en mode assez projet quoi, régulièrement. ce travail en mode projet. Mmh. Pour autant, quand je suis allé chez Consulport en commercial, j'ai appris des très bonnes choses, l'audace notamment, mais je me suis quand même dit que je voulais pas être business development manager, tout de suite. Et donc ensuite, en effet, entre, la finance et le conseil, alors le M&A, j'ai beaucoup aimé, mais ce qui m'a un peu manqué, c'est qu'en fait, c'est jamais toi qui fait le deal, c'est jamais toi qui fais l'opération. En gros, tu conseilles des gens qui sont en train de faire un deal. Alors le conseil, c'est de ce point de vue-là, on a un peu plus d'impact, donc on est quand même plus proche des gens, on conseille les gens, voire on accompagne les gens pour, faire une transformation ou faire une transaction. On n'est pas encore en train de le faire totalement, mais en tout cas, on s'en rapproche. Ouais, peut-être la proximité avec le client n'est pas la même. En M&A, on a un intermédiaire dans le cadre d'une transaction qui a donc une période, dense mais assez, réduite dans le temps. Alors qu'en conseil, tu sens plus l'accompagnement sur la durée du client. Exactement. Et puis aussi, c'est vrai que le M&A, c'est un rythme, très, très, très intense. Heu, j'ai beaucoup aimé, en faire l'expérience pendant 6 mois et chez Lincoln, on travaille beaucoup forcément, comme dans toute, banque d'affaires. On a quand même un rythme de vie, qui est très humain, par rapport à d'autres banques. Mais je savais que je voulais pas faire ça, pendant 2 ou 3 ans en tant que junior et donc le conseil me semblait quand même une meilleure option dans le sens où, à la fois, on va travailler, parfois sur des due deals, des transactions et donc là, ça peut être hyper intense et en même temps, il y a d'autres projets. C'est quand même un peu plus tranquille et on peut avoir, une vie un peu plus équilibrée, quoi. Et pourquoi tu as choisi Eleven Strategy par rapport à, d'autres cabinets?
Alors, pour moi, le choix d'Eleven, il a été, assez simple, assez naturel. Comme je voulais faire de la stratégie et que, je voulais continuer à coder parce que ça me semblait une compétence, importante pour ma carrière et bah, Eleven, s'est trouvé être une bonne entreprise et en plus enfin, un bon cabinet et en plus, comme je préfère plutôt les structures à taille humaine et plutôt petites et bah, ça correspond encore une fois à Eleven. Si tu devais définir le rôle du consultant le plus simplement possible, tu ferais comment? La question elle est pas simple. En gros, pour moi, le rôle du consultant, c'est, aider une entreprise qui arrive pas à faire ce qu'elle veut faire ou, qui sait pas ce qu'elle doit faire dans une situation qui la dépasse un peu. Pour la faire simple, et donc en gros, ça pour enfin, si on caricaturait, ça pourrait être, de donner des leçons aux gens et de dessiner ça sur des belles slides. Dans les faits, c'est plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus d'écoute, beaucoup plus d'accompagnement pour arriver à apporter quelque chose de l'extérieur, mais en même temps, bah, faire en sorte que la personne s'approprie ce qu'on lui conseille de faire et qu'à la fin, elle le fasse, quoi. Quelles sont les étapes d'une mission de conseil en stratégie? Alors ça dépend beaucoup de la mission. Bah, d'abord forcément, ça commence à la proposition commerciale, Mmh. qui est un exercice, très propre aux conseillers en stratégie. Donc, où il faut, comprendre la problématique et déterminer un peu quel accompagnement on va faire et sur quelle durée. Ensuite, une fois qu'on rentre dans la mission en elle-même, il y a quand même, 3 grosses phases. La première, c'est récupérer un max d'infos, sur le contexte, sur ce qu'on va faire, sur le Mmh. problème. Alors du coup, là, ça diffère un peu en fonction du type de mission. Une due deal, ça va être beaucoup de call experts, beaucoup de choses à lire, des choses comme ça. Une mission plus transfo, ça va être plutôt des entretiens avec le client. Ce qui amène du coup dans la deuxième phase, qui est une phase de production. Forcément, les clients, ils attendent un livrable, ils attendent, un résultat et donc il faut le produire et ça peut prendre du temps de le produire et à la fin, il y a une phase bah, d'accompagnement pour que, la belle recommandation qu'on a faite et qu'on a passé du temps à faire, elle finisse pas dans un placard, mais qu'elle soit, utilisée et actionnée, par le client, quoi. Alors, tu es chez Eleven Strategy et dans l'univers du conseil, Eleven Strategy a un cabinet un peu à part, puisque c'est le premier cabinet spécialement créé pour accompagner les entreprises, organisations face aux enjeux de la transformation numérique et aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Peux-tu présenter le cabinet et dire ce qui le différencie des autres acteurs? Ouais, donc Eleven Strategy, c'est un cabinet de conseil, parisien, qui a été fondé par 5 partenaires, qui étaient consultants en stratégie à l'origine et qui justement ont vu, arriver cette révolution, du numérique, du digital et donc qui ont voulu la saisir dès le début. Ils ont créé du coup Eleven Strategy, sur cette Là, verticale-là. on est en 2008, hein, On est en la fondation 2008. du cabinet. Exactement et depuis en fait, Eleven, surfe un peu, sur chaque vague, technologique qui passe donc d'abord ça a été le numérique, le digital, ensuite c'est devenu, machine learning, enfin data, machine learning, intelligence artificielle et maintenant, c'est vraiment beaucoup d'intelligence artificielle. Alors évidemment, il y a pas que ça dans les activités mais du point de vue technologique, c'est quand même drivé par l'intelligence artificielle, même si, on garde, tous les aspects de data et tout qui sont importants parce que sans data, on fait pas d'intelligence artificielle. Et donc ça, c'est un peu le positionnement d'Eleven, qui fait qu'on est assez particulier sur le marché. Si je devais, comparer ça à d'autres cabinets à Paris, c'est comme si on mettait, BCG, BCGX ensemble et McKinsey et Quantum Black ensemble, Mmh. à une échelle, plus petite que ces gros géants, mais dans l'idée, c'est la même idée. Donc un vrai axe différenciant au niveau secteur, au niveau sectoriel. Peux-tu partager quelques business cases sur lesquels est intervenu le cabinet ces dernières années? Ouais, donc en gros, pour bien comprendre les business case d'Eleven, je pense qu'il faut comprendre, qui est chez Eleven. Eleven, c'est, 50 d'écoles de commerce, 50 d'écoles d'ingénieurs en caricaturant un peu. Donc en gros, ça fait tout un spectre de personnes. D'un côté, avec des personnes 100% strat qui savent pas coder. De l'autre côté, des ingénieurs 100% data qui font de l'intelligence artificielle, mais qui savent pas faire de strat. Et au milieu, il y a tout un panel de consultants qui ont plus ou moins de compétences dans tel ou tel domaine. Et donc, pour bien comprendre l'activité d'Eleven, il faut comprendre ça. Et je pense qu'on peut en gros diviser l'activité en trois. D'abord, il y a toutes les missions strat,
qui ont assez souvent une teinte data et IA, où là, par exemple, on va aider des entreprises à faire leur stratégie sur la data et l'intelligence artificielle. Euh, donc moi, par exemple, j'ai pu accompagner un grand groupe de l'agroalimentaire qui venait de changer de PDG et qui se disait mais oulala, j'ai encore des post-it dans mes usines, mes concurrents font de la data et de l'IA, qu'est-ce que je fais à horizon 5 ans, 10 ans, 15 ans? Ça peut être ça peut être évidemment pour des fonds d'investissement qui achètent des entreprises. Donc là, on est sur des due diligence et qui sont plutôt des entreprises avec un penchant un peu technologique. Vous pourrez aller regarder l'acquisition de Orisha par Francisco Partners, qui est public, hein. Et donc là, typiquement, c'est une entreprise de software et donc quand ils font la due deal stratégique pour comprendre un peu le marché, les clients, etc., ils veulent aussi un cabinet qui comprend ces enjeux un peu tech, data, et donc Eleven est souvent un bon choix dans ce cas-là. Et qui peut établir une feuille de route technologique pour la société quand elle sera en portefeuille. Exactement. Alors là, tu abordes du coup d'autres types de missions qui sont l'accompagnement à la croisée entre la strat et la data et l'IA. Ou par exemple, un fonds d'investissement, et c'est ce que je fais en ce moment, se dit l'IA, ça va quand même changer beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça veut dire pour mon portefeuille? Qu'est-ce que ça veut dire pour mes entreprises? Où est-ce qu'on peut mettre de l'IA? Où est-ce que c'est pertinent, pas pertinent? Et comment on y va, quoi. Donc là, c'est toujours de la stratégie, mais on est plus sur de la transformation. Et il y a ce sujet data tech qui reste toujours assez présent. Et à la toute fin du spectre, il y a les missions de data analytics et d'intelligence artificielle. Donc, data analytics, moi, j'ai par exemple pu faire ça dans le luxe, où là, on vous pose une question qui est business. On vous dit pourquoi ça va ou ça va pas sur tel marché dans le monde et il faut y répondre avec une analyse chiffrée. Donc aller exploiter toutes les bases de données de l'entreprise sur les tickets de caisse, les profils clients, les interactions par mail, etc. pour leur dire voilà, il se passe ça dans telle région, ça dans telle région et vous pouvez y réagir en faisant telle et telle chose. Évidemment, il y a les missions d'intelligence artificielle. Donc ça, une des missions emblématiques qu'on fait, c'est avec une filiale du groupe Vinci, où des entreprises qui sont convaincues du potentiel de l'intelligence artificielle et qui veulent en mettre dans leur processus métier. Ils ont quand même besoin souvent d'un consultant pour les aider à bien faire le contour du cas d'usage et ensuite lancer la machine pour réintégrer ensuite les compétences et industrialiser le cas d'usage. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont investi justement dans l'intelligence artificielle et puis on voit pas encore forcément trop les cas d'usage se créer. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu vois, toi? C'est quoi ton expertise par rapport à ça? Alors déjà, moi je suis convaincu du potentiel de la data dès le début puisque en sortant de l'ESSEC, une des raisons pour lesquelles je suis allé chez Eleven, c'était de me dire quand on fait de la stratégie, aujourd'hui, il y a quand même de l'analyse de données et des outils qui sont hyper puissants et qui permettent de gagner énormément de temps. Donc c'est vrai que ensuite l'intelligence artificielle en tout cas moi personnellement, m'a convaincu dans cette conviction. Et déjà pour donner mon exemple, moi au quotidien, j'utilise l'intelligence artificielle tous les jours pour aller plus vite dans mon travail. Que ça soit en stratégie, quand on fait une analyse sur un marché, sur une entreprise, c'est quand même d'une puissance hallucinante pour avoir énormément d'informations en très peu de temps. Pour coder, quand on fait de l'analyse de données ou de l'intelligence artificielle, à l'époque, quand j'ai appris à coder, il fallait passer des heures sur des blogs pour aller comprendre pourquoi le script sortait ce code erreur et comment trouver la solution en espérant que quelqu'un avait déjà fait un bout de code et l'ait publié. Maintenant, il y a une intelligence artificielle qui vous dit « Ah oui, l'erreur c'est ça, la solution c'est ça, vous pouvez tester ça et hop, ça marche ». Et donc ça, en termes de gain d'efficacité, c'est crucial. Pour les entreprises, les cas d'usage pour elles, je pense que ça dépend forcément de leur activité. Il y a des entreprises pour qui l'intelligence artificielle change totalement le processus métier. Et ça, je pense que le potentiel, on le voit déjà. Ces cas d'usage-là, ils existent déjà. Tu peux donner un exemple? Toutes les entreprises, par exemple, qui font du service après-vente avec des clients,
Et bah, tout ce qui est interaction par message, par mail et même par téléphone, une IA, elle est capable de le faire ou en tout cas, elle est capable d'assister un humain pour le faire beaucoup plus rapidement. Il me semble que l'État français, par exemple, a fait un cas d'usage dans la justice où, l'intelligence artificielle est capable d'analyser les pièces du dossier, et de suggérer une réponse ou une analyse qui doit bien sûr être validée par quelqu'un, mais enfin, en fait, on a déjà gagné beaucoup de temps dans l'analyse. Nous, pour des fonds d'investissement, les fonds d'investissement, ils payent beaucoup de conseils. Ils achètent beaucoup de due diligence, ça fait souvent des très belles slides qui, à l'époque, avaient un peu tendance à finir, dans un placard et à jamais être lues. Et bah, maintenant, avec une intelligence artificielle, on donne toutes ces slides à un chat GPT interne et en fait, vous avez de l'information, de première main. Donc enfin, vous êtes capable de remobiliser un Mmh. savoir que vous aviez déjà, mais que vous n'exploitiez plus. Mmh. Voilà. Il y a aussi plein d'entreprises pour qui c'est un peu moins cœur de métier, mais pour autant, ça peut aussi, faire gagner du temps dans des processus, de back office qui sont, enfin, qui prennent beaucoup de temps, quoi. Tout ce qui est recrutement, finance, planification et cetera. Enfin, moi, je suis toujours choqué, de voir tout ce qu'on peut faire avec ChatGPT et Perplexity, quoi. Du coup, le travail du consultant se transforme, mais va rester, important dans les prochaines années, malgré l'émergence et le développement de l'IA. Tout à fait. Il y a un article, qui est sorti d'ailleurs il y a pas longtemps où, il y a un des partenaires d'Eleven, qui a parlé sur le sujet. Heu, Bah, en fait, nous, en tant que consultants, on gagne énormément de temps, sur l'analyse de données, la recherche d'informations. Ce qui fait que, on peut consacrer plus de temps à la réflexion et à faire une recommandation. Mais ça fait émerger aussi, un autre gros risque, c'est que l'intelligence artificielle fait des erreurs, souvent et il suffit de faire, pas suffisamment attention et on a vite laissé passer une erreur et donc il faut être d'autant plus attentif à ce qu'on lit, la source. Est-ce que c'est crédible? Et aller croiser un peu, différentes sources d'infos, quoi. Alors Gaspard, aujourd'hui, sur le marché du conseil, il y a beaucoup d'acteurs qui souffrent et qui subissent une situation plus difficile. Et c'est pas le cas d'Eleven Strategy qui a vu son partnership doubler en un an. Alors à la fois porté par le développement de l'IA, évidemment, mais aussi par le soutien de ses investisseurs. Je vais citer Isaïe Expansion qui est entré en minoritaire au capital en 2018 et Andera Acto qui a financé un LBO sponsorless. Plus généralement, quelle est la vision d'Eleven Strategy dans les prochaines années? Forcément, la vision d'Eleven Strategy, bah, c'est une vision de croissance. Je pense qu'elle se matérialise bien, par le doublement du nombre de partenaires, qui nous apporte aussi une expertise très riche et voilà, je pense que qui nous aide à grandir, au quotidien. L'ambition d'Eleven, c'est de rester un cabinet de conseil en stratégie évidemment, mais de continuer à surfer, sur toutes les vagues technologiques comme, depuis sa fondation. Donc c'était le numérique, le digital, la data, maintenant l'intelligence artificielle et ce qui arrive, c'est l'intelligence artificielle agentique. Voilà et ensuite après, bah, je sais pas encore, mais en tout cas, on reste bien informé sur le sujet. Une belle vision et un beau potentiel. Je passe à une partie sur la vie dans le conseil et la vie d'un jeune consultant. Hem, le conseil, on dit parfois que ça impacte la vie privée. C'est quoi les horaires chez Eleven Strategy? Alors chez Eleven, on est un cabinet où on a quand même un assez bon, mix, vie pro, vie perso. Je vais plutôt parler pour enfin, je vais pas faire des généralités, je vais plutôt parler pour mon cas. Hem, Moi, globalement, dans le conseil, je pense que c'est pas nécessaire de faire des nocturnes, tous les soirs. Les objectifs que je me fixe, c'est globalement, une bonne journée à 20:00, 20:30, maximum, elle est finie. Ce qui n'empêche pas que sur certaines missions, dans certaines conditions, certains moments, il faille, pousser les horaires, heu, plus tard dans la nuit, voire, parfois le week-end. Chez Eleven, ça reste quand même très rare de ce point de vue-là et c'est pas du tout dans la culture de, bah, que tout le monde reste jusqu'à 2 heures du matin, comme ça peut être, le cas ailleurs, quoi. Dans la journée de travail, tu travailles beaucoup chez le client ou tu es aussi au bureau dans les locaux, du cabinet? Ça dépend vraiment des missions. Ça dépend vraiment des missions. Une due diligence, ça va être 100% au cabinet.
Parfois, souvent, on se déplace quand même chez le fonds pour les restitutions, mais parfois, ça peut être 100% par Teams, et donc on est 100% au cabinet. Il y a d'autres missions, par contre, qui sont un peu plus en régie, où là, on va être chez le client au minimum 2 à 3 jours par semaine, et un peu de télétravail aussi, comme dans toutes les entreprises. Comment tu décrirais l'ambiance de travail au sein du cabinet? Moi, je suis personnellement heureux de l'ambiance de travail au cabinet. Si on fonctionne un peu de bas en haut, moi, je me suis fait plein de bons amis au sein de ma promotion que je vais sans doute garder, enfin, je l'espère. Après, toutes les couches manager, principal m'apprennent beaucoup, et enfin, on est dans une culture qui est positive, qui est exigeante, mais qui est positive, avec des retours qui sont fréquents. Et toute la couche du partnership, ce qui remonte beaucoup, c'est qu'ils sont extrêmement accessibles. Donc c'est facile d'aller parler aux partenaires, c'est facile de leur envoyer des messages, et on a une réponse. Ce qui fait que moi, au quotidien, alors évidemment, comme dans toute entreprise, c'est plus ou moins dur en fonction des missions et des moments, mais je trouve qu'il y a une très bonne ambiance de travail. Tu décris un petit peu une ambiance dans un cabinet à taille humaine. Vous êtes combien chez Eleven aujourd'hui? Alors, je connais jamais les chiffres exacts. On est plus de 50, c'est sûr. Après 60-70, ça je sais pas trop, faudra aller regarder sur LinkedIn. Mais en tout cas, tu l'as bien dit, c'est une entreprise à taille humaine où on a l'occasion de s'impliquer aussi dans des chantiers internes. Moi, je m'occupe en partie du chantier formation. On organise un cours à l'ESSEC, ainsi qu'un chantier de valorisation un peu des compétences des consultants. Donc moi, c'est aussi ça que j'aime beaucoup chez Eleven, quoi. On peut aller parler un peu avec qui on veut. Enfin, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on peut porter un peu Mmh. tous les projets qu'on veut, et les personnes sont accessibles, donc c'est sympa, quoi. Tu mentionnais tout à l'heure les managers, les principals, les partners. Quelles sont les perspectives d'évolution au sein d'Eleven Strategy? Donc un consultant chez Eleven, il va commencer consultant. Au bout de un peu plus de 2 ans, il va normalement passer consultant senior. Et après, les grades, c'est project leader, manager, principal et partner. Il y a beaucoup de personnes qui restent, qui montent, qui passent les différents grades au sein du cabinet. En fait, comme dans tous les cabinets de conseil, c'est quand même plutôt pyramidal, donc avec beaucoup de personnes dans les Mmh. grades en bas et moins de Mmh. personnes dans les grades en haut. On a quand même quelques grandes figures qui ont monté tous les échelons. Je pense notamment à Maxime et Pietro, deux partenaires chez Eleven, qui ont commencé quasiment en bas de la hiérarchie chez Eleven. Et puis oui, enfin. Et ceux qui partent, ils font quoi? Et plus globalement, c'est quoi les exits auxquels on peut prétendre après quelques années en conseil? Les exits sont assez beaux, en tout cas de ce que j'ai pu voir autour de moi. Il y en a qui partent en fonds d'investissement, soit dans les équipes d'investissement directement, soit en back office, notamment sur les sujets data, IA. Il y en a qui prennent des postes de stratégie dans des grands groupes. Donc ça, généralement, enfin, pour avoir ces postes-là, ils sont allés jusqu'à project leader ou manager. Et puis, il y en a pas mal qui créent leurs entreprises. Je pense notamment à Jimmy, je sais pas si tu connais, mais une entreprise qui fait des mini-réacteurs nucléaires et qui a été fondée par 211. Il y a quelque chose qu'on dit aussi beaucoup sur le conseil, c'est les rémunérations qui sont assez élevées. C'est quoi la fourchette des salaires à ton grade et comment évolue-t-elle avec le temps? Alors en effet, les salaires dans le conseil sont assez élevés comparés à ce qui se fait ailleurs. Les salaires chez Eleven sont pas des salaires au niveau de ce qu'on peut avoir dans les MBB, qui sont quand même sur une autre échelle. Nous, globalement, un consultant junior, il va rentrer autour de 60 000 euros par an en brut. Et au bout de 4-5 ans d'expérience, il va être autour des 100 000 euros. Après, l'évolution entre les deux, elle se fait un peu entre les grades. Et en ce qui me concerne, si on fait à peu près la moyenne, je suis pas encore aux 100 000 euros, mais je suis plus à 60 000 euros, quoi. Alors j'espère que tu vas attirer beaucoup de jeunes vers le conseil et Eleven Strategy. On va donc passer à une partie consacrée au recrutement. Quel profil à l'entrée recherche le cabinet?
Donc le recrutement chez Eleven, comme je l'ai dit, c'est à peu près 50 d'écoles d'ingénieurs et 50 d'écoles de commerce. En fait, on va chercher des profils qui sont, pas forcément qui veulent faire de la stratégie, mais qui ont quand même une appétence pour, la data, l'IA et la tech. Mmh. Donc il y a des profils purement strat qui vont pas savoir coder du tout. Et à l'inverse, des profils, hyper ingénieurs, qui ont jamais fait de Mmh. strat. Mais ce qu'on veut, c'est quand même pouvoir amener un maximum de personnes un peu entre les 2. Et donc on va chercher, des personnes qui ont des bonnes capacités, d'adaptation, qui sont assez entrepreneurs, parce que ça va dans l'ADN du cabinet et qui ont quand même, un background assez solide, donc à la fois en termes d'études et de stages. Donc pour la partie stratégie, heu bah, ça peut être, de l'audit, du contrôle de gestion, du conseil déjà en stage, du private equity, du VC. C'est un peu ce type de profil. Pour les candidatures, d'abord, quels sont tes conseils pour optimiser, d'une part, le CV, toujours un enjeu, pour les candidats et d'autre part, la lettre de motivation, qui c'est pas toujours évident aussi, hein, pour ceux qui postulent de faire une bonne lettre, pertinente et personnalisée? Alors, je vais commencer par la lettre. Le premier écueil dans lequel il faut pas tomber, c'est, candidater chez Eleven Strategy avec, une lettre où il y a le nom d'un autre cabinet sur la lettre. Ça arrive encore? Ça arrive tout le temps. Aïe, aïe, toujours. C'est pas éliminatoire d'office, mais on l'a quand même bien noté. Ensuite, bah oui, une lettre qui est bien rédigée en anglais, qui montre qu'on s'est intéressé à la culture d'Eleven et à ses spécificités. Comme on a une culture particulière, c'est quand même, important. Écoutez ce podcast pour rédiger la lettre de motivation. Et pour le CV, alors il y a, la plupart des CV qu'on reçoit, sont au même format, je pense qu'on le connaît tous, le Word blanc avec, les lignes noires qui tournent dans toutes les écoles de commerce. Il est très bien, il marche bien. L'essentiel, c'est d'être concis et quand on détaille les expériences, mettre des réalisations avec si possible des chiffres plutôt que, des mots un peu fourre-tout et Mmh. trop vagues, quoi. Alors, une fois qu'on a passé le screening, comment se déroule l'entretien? Comment bien performer en entretien? Et d'ailleurs, en quoi l'entretien est-il différent dans un cabinet comme Eleven Strategy par rapport à des cabinets, plus généralistes? Alors, pour les entretiens, donc chez Eleven, il me semble que quand on postule en consultant, il y a bien 4 ou 5 tours, d'entretien. C'est des entretiens assez classiques, hein, donc 1 heure, 30 minutes de fit, 30 minutes d'étude de cas. On a 2 parcours de recrutement, séparés, donc un pour, les profils plutôt stratégie et un pour les profils plutôt ingénieurs. Dans les 2 cas, ça va être des études de cas et quand on a postulé en data, en intelligence artificielle, évidemment, il y aura des questions, pointues en termes de code, de connaissances algorithmiques, et cetera. Et pour bien performer, alors moi, ce que je retiens des quelques dizaines d'entretiens, que j'ai fait passer chez Eleven, d'abord dans le fit, en tout cas moi ce que j'attends, c'est que la personne elle m elle arrive à valoriser son expérience et que c'est elle qui me montre en quoi ce serait, une bonne recrue pour Eleven et surtout en quoi est-ce qu'elle est en ligne avec les valeurs d'Eleven Mmh. et nos spécificités. Mmh. Ça, c'est pour la partie fit. Pour la partie cas, je pense que le plus important, c'est, de bien réussir les questions et la problématisation au début parce qu'une fois qu'on a posé ça, on fait un plan, qui tient la route, et une résolution, qui est tout de suite beaucoup plus facile parce qu'on sait où on va, quoi. Et évidemment, pas oublier les quelques questions à la fin, je pense que tous les consultants aiment bien parler de leur métier et ça fait plaisir aussi de pouvoir partager ça avec les candidats. Quelles questions tu aimerais qu'on te pose, toi, à la fin de l'entretien? Souvent, les questions auxquelles j'aime bien répondre, c'est celles sur mes expériences sur Eleven et en quoi le cabinet se différencie des autres. Heu, Parce que ça montre que enfin, surtout si le candidat s'est renseigné, ça montre qu'il est vraiment intéressé par le cabinet, et que ça serait, quelqu'un avec qui on aurait envie de travailler, quoi. Je reviens rapidement sur l'étude de cas. Est-ce que tu peux nous partager un exemple concret d'étude de cas qui pourrait tomber ou qui est déjà tombé en entretien chez Eleven Strategy? Alors, une des études de cas, que je fais passer, c'est vraiment un gros cadeau puisqu'après je vais devoir la changer. Mais,
C'est une étude de cas sur le luxe, comme je te disais, en data analytics. Donc c'est une maison de luxe qui va pas très bien sur un de ses marchés et qui cherche à comprendre pourquoi. Et donc le candidat est censé faire toute une approche pour décomposer le chiffre d'affaires de manière un peu intelligente pour avoir les axes qui lui permettent de comprendre pourquoi la maison de luxe va pas bien sur son marché et comment la résoudre à la fin, sachant que je donne en plus des éléments assez chiffrés qui permettent que je donne au candidat, je lui donne 1 ou 2 minutes pour y réfléchir et qui lui permettent d'essayer une résolution vraiment pointue sur le cas. Et même s'il n'y arrive pas toujours, moi, ça me permet de voir comment il réfléchit et comment il réagit face à des informations comme ça. Je continue sur l'étude de cas, qui est souvent une épreuve redoutée par les candidats. Quels seraient tes conseils pour bien se préparer à cet exercice? Alors pour moi, les études de cas, ça se prépare, plusieurs mois à l'avance, au moins 1 ou 2 mois à l'avance. Évidemment, il faut faire des cas, il faut s'entraîner. Il y a des plateformes très bien, TrainingView et d'autres plateformes aussi. En fait, ça permet d'arriver le jour J et de savoir déjà à quoi on va s'attendre, et pas réfléchir dans le vide parce que sinon c'est un exercice. En fait, si on n'en maîtrise pas les codes, c'est pas éliminatoire d'office, mais ça montre que le candidat n'a pas fait la préparation qu'il est censé faire. Donc ça devient plus compliqué, quoi. Gaspard, on arrive à la fin de ce podcast, mais il reste une dernière partie traditionnelle dans le Choose Your Career, c'est le fameux quiz du Choose Your Career, avec des règles simples que je vais rappeler. Ce sont des questions courtes de mon côté et des réponses courtes aussi de ton côté. Très bien. La plus grande qualité d'un consultant? Je pense que la plus grande qualité d'un consultant, c'est de poser des questions et savoir écouter. La question que tu aimes poser en entretien? Il vous reste 2 minutes avant l'étude de cas. De quoi est-ce que vous voulez encore me parler sur votre CV? La réponse que tu n'aimes pas du tout entendre en entretien? Quand je demande pourquoi Eleven et qu'on me répond je suis intéressé juste par le digital et l'IA parce que c'est la révolution du moment, j'aime pas du tout cette réponse parce qu'elle est beaucoup trop simple, beaucoup trop bateau et qu'elle montre que le candidat il s'est pas renseigné sur ce qu'on fait vraiment. La réalisation professionnelle dont tu es le plus fier aujourd'hui? Professionnel dont je suis le plus fier aujourd'hui, je pense que ce serait mon passage au ministère de la Santé qui était vraiment une période tout à fait exceptionnelle. L'échec dont tu as le plus appris? Toujours au ministère de la Santé, des slides, des chiffres pour le cabinet du Premier ministre où j'avais oublié la moitié de la population américaine. Et donc forcément, les chiffres étaient très faux. Et donc depuis, je fais très attention à vérifier mes chiffres. Si tu n'étais pas consultant, tu ferais quoi? Je pense que je serais entrepreneur. Je monterais une start-up avec des amis. L'anecdote que tu n'as pas souvent partagée et dont tu aimerais nous parler aujourd'hui? Alors c'est mon dernier entretien chez Eleven. En fait, quand j'étais chez Consulport en Allemagne, donc mon boulot, c'était de lancer la start-up sur le marché français. Et donc Consulport, en gros, c'est une plateforme de consultants freelance. Donc forcément, dans ma cible de clients, j'avais ciblé Eleven et j'avais envoyé une campagne de mail aux partenaires d'Eleven. Et lors de mon dernier entretien, un des fondateurs d'Eleven m'a sorti le mail commercial que je lui avais envoyé, qui était plutôt catastrophique. Et donc c'était un moment assez gênant pendant l'entretien. Le conseil que tu donnerais au jeune Gaspard Deferrière qui étudie à l'ESSEC il y a quelques années? Ce serait d'oser et de pas avoir peur d'aller chercher ce qu'on veut dans la vie. Merci Gaspard. Avec plaisir, merci. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du Choose Your Career. Pour retrouver les précédents épisodes du Choose Your Career et de notre autre podcast Career Insight, rendez-vous sur YouTube, Spotify et Apple Podcast. Et n'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et TikTok pour être au courant de l'actualité et à vous abonner évidemment à la plateforme TrainingView si vous cherchez un stage ou un CDI pour booster votre préparation.